Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je vais vous présenter donc ce webinaire sur les fils crantés et notamment les fils crantés résorbables. Je vais vous présenter un PowerPoint sur la technique et un peu l'historique de ces fils, et ce PowerPoint sera suivi d'un petit film vous montrant la technique d'insertion et de traction des fils crantés. Voilà, nous allons commencer par une petite présentation. Donc, ce sont des fils crantés résorbables. Le nom de ces fils est Everline. Ce sont des fils en acide polylactique. Avant de vous parler en particulier des fils, je vais vous parler un tout petit peu du vieillissement, des indications, des contre-indications des fils. Donc, comme vous le savez déjà, je vais vous faire un petit rappel sur le vieillissement, que le vieillissement touche toutes les structures de la peau, de la graisse et des os du visage. Le vieillissement doit être considéré comme global. Il n'y a pas que la peau qui vieillit. Donc vous avez d'une part les modifications de la structure cutanée, les modifications du volume liées à la perte de graisse, et tout ceci va entraîner une ptose. Chaque partie de ce vieillissement pourra être traitée par des thérapies différentes, mais nous, ce qui nous intéressera, évidemment, c'est le phénomène de la ptose, qui est la partie que l'on peut traiter par les fils crantés, bon, le lifting évidemment chirurgical, et également par les fils crantés. Donc le vieillissement facial provoque un changement dans les structures, comme je vous ai dit, des muscles, de la graisse, de la peau, et même de l'os. L'os perd de son volume, notamment au niveau mentonnier et au niveau périorbitaire. Il y a un changement dans la topographie, dans les contours, dans les proportions du visage. Là, vous voyez un vieillissement, on va dire, de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et vous voyez que la profondeur de la vallée des larmes, notamment, est une des principales causes du relâchement et de la ptose du contour facial, l'aggravation des sillons nasogéniens, des plis d'amertume, qui vont provoquer une perte et un glissement de la graisse profonde médiojugale. Les plis d'amertume apparaissent plus marqués, notamment lorsque la perte d'un côté et d'autre part du sillon est importante. Vous avez, comme je vous ai dit précédemment, un changement important au niveau périoral et périorbitaire. Et il arrive un moment où l'élasticité de la peau ne peut plus compenser ces modifications faciales, et vous allez avoir un affaissement de la graisse et de la peau vers le bas, et l'apparition de sillons très importants. Donc rapidement, vous avez deux types de graisse faciale, la graisse superficielle et la graisse profonde. Celle qui nous intéresse, c'est la graisse profonde, c'est celle que l'on va traiter par les fils. C'est cette graisse qui diminue avec l'âge. Par contre, la graisse superficielle, qui sert un peu de plastique au visage, elle ne varie uniquement qu'avec le poids. Elle ne subit pas de modification liée à l'âge. La graisse profonde, donc comme je l'ai dit précédemment, perd de son volume et aussi glisse. Elle est arrêtée par les ligaments, notamment le ligament zygomatique majeur et du DAO. C'est ce qui va provoquer le bourrelet et le sillon nasogénien. Et pour le DAO, c'est ce qui va provoquer les plis d'amertume. Donc le but sera de repositionner cette graisse et
et éventuellement, dans certains cas, de compenser la perte de volume par les injections. La peau, elle, suit les déplacements, comme on l'a dit précédemment, de ces structures, et donc la peau va s'affaisser. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur ce schéma, on a les trois zones primordiales qui vont être touchées par ces modifications liées à l'âge, et ce sont ces trois zones sur lesquelles on va pouvoir jouer, la zone nasolabiale, la zone des marionnettes et la zone des bajoux, la boule de Bichat, que l'on pourra remonter avec les fils crantés. Donc, le premier objectif, effectivement, c'est de s'occuper des compartiments graisseux. Donc les fils tenseurs représentent une bonne technique pour l'affaissement facial. Évidemment, c'est plus simple qu'un lifting chirurgical, il y a moins d'inconvénients, pas d'hospitalisation, pas d'anesthésie. Ils permettent de retarder le vieillissement, éventuellement pour un lifting ultérieur. Évidemment, on n'a pas la même efficacité, et surtout, le problème essentiel, c'est qu'ils ne traitent pas l'excès cutané. Donc, dans vos indications de fil, lorsque vous faites essayez de montrer à la patiente ce que l'on peut obtenir avec les fils crantés, il est évident que si vous retrouvez avec trop d'excédent cutané lorsque vous faites ce mouvement de traction vers le haut, peut-être qu'il faudra passer la main à un lifting chirurgical dans ces indications. Donc, deux éléments importants pour l'efficacité et la durabilité des fils. Le premier est l'accroche. L'accroche doit être ferme et, comment dire, durable. Donc, il est nécessaire, pour que cette accroche fonctionne bien, d'avoir des fils de qualité, des fils qui durent dans le temps, même s'ils sont résorbables. Évidemment, là, c'est votre responsabilité. Il faut qu'ils soient implantés dans le bon plan. Et il faut que le plan soit bien choisi, donc qu'il soit ferme, qu'il soit dense. Il faut savoir que même un lifting, qu'il soit chirurgical, soit un tradlif par fil, si l'enveloppe cutanée n'est pas résistante, ça ne durera pas. On voit des liftings parfois qui durent 1 an, 2 ans, enfin qui durent. Où on a l'impression qu'il faut le refaire au bout d'1 ou 2 ans, c'est parce que les médecins ou les chirurgiens n'ont pas tenu compte de la qualité de l'enveloppe cutanée. À ce moment-là, il faut traiter aussi l'enveloppe cutanée, mais bon, c'est l'objet d'une autre technique, dont on ne parlera pas ce soir. Donc les fils de soutien, rapidement, vous avez les fils permanents, des fils résorbables, vous avez une partie des fils à cône, et puis de l'autre côté, vous avez les fils dont on va parler ce soir, les fils suspenseurs crantés, qui peuvent être en PDO, polydiaxonone, en acide polylactique, c'est ceux que moi j'utilise et que je préfère, dont sont faits les fils Everline, et puis les fils en polycaprolactone ou en mélange d'acide polylactique et de polycaprolactone, qui sont plus récents. Pour le moment, moi, ma préférence va vers l'acide polylactique parce que c'est le composant dont on a quand même sur lequel on a un recul très important, que ce soit en injectable ou en fil, au niveau de la biocompatibilité, de la réversibilité, de la facilité de pose. Donc, pour moi, c'est le matériau à préférer dans l'immédiat. Peut-être que la polycaprolactone par la suite sera supérieure ou pas, j'en sais rien, mais pour le moment, le recul, on l'a surtout avec l'acide polylactique au niveau de la durabilité et de la sécurité. Alors, les fils résorbables présentent des avantages, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi des inconvénients. Effectivement, ce sont des matériaux qui sont un peu plus rigides, donc un peu plus fragiles. Les crans sont un peu moins efficaces que des fils synthétiques, mais là, on n'est plus dans le même créneau. Donc, ce sont des choses dont il faudra tenir compte lors de la pose et de ce qu'il faut annoncer aux patients lorsque vous posez ce genre de fil. Alors, rapidement, c'est un tableau qui montre les différents
produits qui ont été utilisés pour fabriquer des fils résorbables. L'acide polylactique est celui de la dernière génération. Il y a la polycaprolactone, mais qui a un recul trop court dans le temps pour le moment. Alors, mon choix, donc, c'est les fils en acide polylactique, donc je vous ai expliqué le type Everline, qui sont montés sur des canules qu'on appelle safe, qui sont des canules complètes, avec un arrondi complet de la canule au bout, comme vous connaissez peut-être, en canule L ou en half cannula, demi-canule, c'est-à-dire que la canule est légèrement coupée dans le sens de sa longueur pour permettre une pénétration plus aisée. Par contre, avec on va dire un risque, entre guillemets, de traumatisme des tissus plus important. Il est peut-être préférable de commencer, lorsqu'on n'a pas l'habitude, avec des canules safe, qui sont, comme son nom l'indique, plus sécurisées, on va dire. Par contre, un peu plus difficile à poser, parce que l'effort pour les faire rentrer dans les tissus est un peu plus important, donc on peut présenter, comment dire, des risques d'à-coups, des risques de ne pas être dans le bon plan du premier coup. C'est quelque chose qu'il faudra, ce sont des canules qu'il faut poser tranquillement, en prenant le temps, etc. Donc, ces fils sont présentés de diamètres différents, enfin avec des canules et des fils de diamètres différents. Donc, vous avez des canules de 19 gauges et des canules de 21 gauges, avec des fils qui font 2 dixièmes de millimètre ou 3 dixièmes de millimètre de diamètre. Dans chaque diamètre de canule, vous avez des longueurs de canule différentes. Avec le 19 gauge, vous avez des longueurs de canule de 100 mm ou de 60 mm. Avec le 21 gauge, vous avez des longueurs de canule de 60 mm ou de 90 mm. Bon, c'est quasiment similaire. Le fil fait respectivement, en fonction de la longueur de canule, 13 cm ou 17 cm. Alors, par rapport au PDO et au fil PCL, comme je disais tout à l'heure, il y a la durabilité, le recul, la sécurité, l'importance de la collagénèse qui n'est pas à négliger lorsque la peau n'est pas de très bonne qualité. La compatibilité éventuelle après avec un filler en acide polylactique, avec de l'acide polylactique, puis l'aspect économique qui est important parce qu'on est trouvé, comment dire, évidemment, on va devoir, c'est un traitement qu'on va devoir répéter tous les ans, plus ou moins. On peut estimer une tenue à 1 an, une tenue pratique à 1 an, lorsque tout s'est bien passé, qu'on a pris la bonne technique, qu'on a mis le fil au bon endroit, etc., et que la personne s'est bien, a bien compris les choses qu'il fallait faire ou pas faire après l'implantation, ce qui est très important dans la prise en charge globale du traitement. Les PDO sont des fils qui peuvent être intéressants, mais qui ne présentent pas d'induction tissulaire. Donc, pour moi, ça reste inférieur. Donc, voilà un petit schéma de fil de canule 19 gauge par 100 mm. Vous avez la partie d'accroche avec la petite boucle par laquelle vous allez rentrer, et la partie qui va faire la traction inférieure, qui est la partie qui va sortir, on va dire, de la peau lorsque vous aurez rentré la canule. Voilà. Voilà, petit exemple de half cannula, vous voyez que ça ressemble à un L, donc qui est plus facile à poser, moins sécurisé. Un petit exemple de collagénèse après biopsie. Au bout de 4 semaines, on voit qu'il y a une coque qui entoure le fil de collagène. Et après avoir nettoyé cette coque, au bout de 3 mois, on peut voir que le fil est encore intègre, quasiment, et présente encore ses crans, ses accroches, qui sont encore intègres. Donc c'est moyen de prouver, contrairement à ce qu'on entend, que le fil ne se désagrège pas au bout de 3 ou 4 semaines.
Le PDO, c'est autre chose, mais il faut vous assurer que le PLLA, ça tient dans le temps. Évidemment, il faut choisir le bon plan pour implanter vos fils, il faut être dans l'hypoderme. Hein. Les complications sont en général assez simples, hein, il n'y a pas grand-chose à redouter. Des hématomes, c'est vraiment exceptionnel, surtout avec les canules safe. Bon, ce qu'il faut faire, c'est appuyer effectivement et attendre un peu. Les œdèmes, bon, ça c'est dans toute technique, qu'elle soit de fil ou d'injection, vous aurez toujours plus ou moins des œdèmes. Des douleurs, notamment au niveau des tempes, lorsqu'on passe en temporal pour aller tracter s'accrocher au niveau du cuir chevelu. Les réactions inflammatoires, assez banales. Il faut faire attention, réaction inflammatoire avec une douleur très importante, éventuellement un peu de fébricule, il faut faire attention à une éventuelle infection du fil, c'est très rare. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois. L'origine de l'infection, je ne peux pas vous dire si c'était de ma responsabilité ou d'un grattage des zones par la patiente, mais ça s'est arrangé avec des antibiotiques sans avoir besoin de retirer le fil, contrairement à ce qu'on peut avoir, contrairement à ce qu'il faut absolument faire avec des fils permanents. Retirer le fil, comme ça peut arriver, mais enfin, la plupart du temps, les antibiotiques sont suffisants. La visibilité des fils, ça peut arriver lors d'une mauvaise pose, donc il faut faire très attention à la pose. Là, effectivement, si c'est mal posé, il faudra retirer les fils avec un petit crochet de Muller, c'est un petit crochet à bout arrondi, vous faites une petite anesthésie locale, vous faites un petit trou avec une aiguille au corps, et puis vous accrochez le fil, et vous pouvez le retirer sans trop de problème. Évidemment, il faut que ce soit fait dans les 10 jours qui suivent, hein. Parce qu'après il risque d'accrocher un peu, ça sera un peu plus compliqué, mais ça on le voit assez rapidement. Après vous pouvez avoir, même si c'est bien posé, si vous avez une peau qui était un peu fragile, fine ou avec des manques de volume, on va dire, à ce moment-là ça peut créer comme des vagues entre les fils, et là les fileurs peuvent être recommandés pour améliorer le résultat, ou mettre des fils dans certaines zones pour remonter des zones qui n'ont pas été tractées avec les précédents fils, pour améliorer des irrégularités qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas liées à une mauvaise technique. Les contre-indications, comme tout produit injectable, on va dire, c'est à peu près la même chose. Les allergies, les produits de comblement précédents, les maladies de peau chronique ou aiguës, les maladies auto-immunes, évidemment, puisque là, on a affaire à un fil inducteur, donc il faut y faire attention quand même. Grossesse, allaitement, évidemment, les infections locales. Et très important, c'est pas une contre-indication, c'est une contre-indication relative, mais les patients qui ne veulent pas suivre les recommandations post-traitement, c'est pas une contre-indication, mais vous aurez peut-être de mauvais résultats, parce que s'ils commencent à se masser le visage, je sais pas, se faire des shampoings le lendemain, etc., vous aurez peut-être des échecs et ce sera une déception pour le patient et pour vous-même. Vous avez aussi les mineurs, bon, ça c'est une autre histoire. Voilà les précautions post-opératoires, c'est ce qu'il faut absolument demander aux patients de respecter, donc dormir sur le dos si possible pendant 48 heures, porter un bandeau compressif sur les tempes. Dans ces zones-là, ça peut permettre une meilleure accroche et surtout éviter que les fils se décrochent à l'occasion d'un faux mouvement, d'une erreur par le patient ou la patiente. Pas de sauna, pas de sport violent ou d'efforts violents pendant une dizaine de jours, pas de soins de peau, évidemment, ça c'est très important, pas de port de casque pour les motards, et pas de soins dentaires pendant une quinzaine de jours. Il faut les faire, si possible, avant, en tout cas, si ce sont des soins pas urgents, il faut y penser avant, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention, et maintenant je vais vous présenter un petit film que je vais vous commenter.
Alors, il s'agit d'une patiente relativement jeune pour laquelle je vais installer des fils en jugal et des fils en temporal. J'ai décidé donc de lui poser 4 fils par joue, essentiellement dans la partie postérieure, parce que je ne voulais pas lui gonfler les pommettes, et donc j'ai décidé de ne pas mettre de fil sur le sillon nasogénien qui, en tirant vers le haut, lui aurait donné un peu plus de volume sur les pommettes. Je fais une anesthésie locale de tous mes points d'entrée, que ce soit en jugal ou en temporal avec une aiguille 18 gauges. Puis avec une canule de 23 gauges, j'anesthésie avec un mélange 50% lidocaïne, adrénalinée et sérum phi chaque trajet de fil pour que ce soit plus confortable en mettant seulement, un demi ou moins d'un demi cc par trajet pour ne pas faire comment dire, une turgescence qui pourrait faire en sorte que le fil s'accroche mal. Je vous présente donc un fil là de 19 gauges par 100 mm de canule. Je tire sur la peau pour relifter la peau et je trouve le bon plan que vous sentez assez facilement puisque ça s'enfonce très très rapidement après sans quasiment forcer. Là j'y vais doucement pour pas lui faire mal et hop le plan est trouvé et dès que vous butez sur le cuir chevelu au niveau de la tête, vous enlevez la canule. De la même façon, je lui mets un deuxième fil tout en liftant la peau, ce qui est très très important, avant d'introduire la canule avec le fil. De la même façon, je fais l'anesthésie de la joue. Mes trous d'entrée, j'ai décidé de passer par voie basse pour ne pas être en contradiction avec la traction que j'opère au niveau de la voie temporale. Les trous d'entrée avec une 18G, je lifte la peau, voilà, ça saigne un peu, je lifte donc la peau, vous voyez, hop, ça c'est très très important, c'est primordial pour avoir un traitement homogène et je trouve le bon plan. Je m'aide avec ma main gauche pour trouver le bon plan et voilà, je rentre jusqu'à la garde de la canule. Et ensuite, on bloque le fil de la même façon, tous les autres fils. La main gauche est très importante pour trouver le bon plan, parce qu'avec ces fils, vous n'avez pas le droit de faire d'aller-retour. Vous ne pouvez pas mettre par la suite. Donc, voilà, on bloque les autres fils. Donc, je disais, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, il faut être dans le bon plan du premier coup. Donc, la main gauche est très importante. Toujours de la même façon, je lift. Je tire un peu, faut pas trop tirer parce que parfois on peut casser un fil ou sortir un fil. Voilà, là, alors là c'est différent, c'est le fil n'était pas dans le bon plan et il est sorti facilement, donc j'ai décidé de le remplacer. Évidemment, ça n'est pas bien grave, hein. Si vous voyez que le fil sort, il faut évidemment ne pas le laisser, ça ne sert à rien, et en remettre un autre qui sera évidemment beaucoup plus efficace. Voilà, quand le temporal est lifté, le jugal va venir conforter le lift temporal, si je puis dire, en soulageant la traction des fils temporaux. Et donc, on va dire que c'est comme un traitement à deux étages, hein, un qui soutient l'autre, on va dire. Voilà. Et donc, vous comprenez pourquoi je passe par le bas, parce que le mouvement que je fais là, si je devais le faire, si j'étais passé de l'autre côté, je pourrais décrocher mes fils temporaux. Cette façon de travailler au niveau de la joue ne peut être évidemment que réalisée s'il y en a quelqu'un avec une joue bien remplie, c'est-à-dire avec du volume, hein, quelqu'un qui serait plus mince au niveau du visage, on risquerait de buter sur l'os zygomatique, ce qui ne serait pas souhaitable. Donc il faut choisir vos patients, patientes. Ce n'est une technique, en tout cas par cette voie-là, qui n'est accessible qu'à quelqu'un qui est déjà bien rempli, hein, voilà. Dans le cas contraire, il vaut mieux passer par la voie zygomatique et aller vers le bas. Voilà, là je relifte un peu mes fils temporaux et le pli se forme au-dessus des fils, ce qui signe
l'efficacité du travail. Les petites fossettes là que vous voyez ne sont pas graves, on va les enlever en massant, en nettoyant. Voilà, faut pas s'en inquiéter, hein, ça s'arrange très facilement sur le moment. On peut parfois laisser partir un patient avec une toute petite fossette parce qu'on sait que ça va relâcher un peu, qu'on pourra lui arranger, qu'on pourra lui enlever, on va dire, quelques jours après. Évidemment, il faut revoir vos patients 2 jours après, et une semaine après, et un mois après, hein, voilà. Quand le travail est fait, on retire sur le fil, on coupe le fil pour qu'il se rétracte à l'intérieur. Vous avez un tout petit peu d'ondulations qui sont dues à l'anesthésie, à l'œdème, au traumatisme. Tout ça s'en va très rapidement en général, sans problème. Voilà. De ce côté, il y a un peu moins de fossettes, mais ça n'est pas gênant en soi. Donc les petites ondulations que vous voyez ne sont pas inquiétantes. Il ne faut pas s'en préoccuper. Et les petites fossettes, comme j'ai dit, si elles sont petites, disparaissent avec le temps, ou vous les aiderez à disparaître quelques jours après.